La force conjointe reste concentrée sur 3 objectifs militaires. Premièrement, continuer à détruire les capacités de missiles balistiques et de drones de l'Iran. Deuxièmement, poursuivre les frappes contre la marine iranienne et ses moyens afin de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et troisièmement, pénétrer plus profondément dans la base militaire et industrielle de l'Iran pour empêcher le régime de pouvoir attaquer les Américains, nos intérêts et nos partenaires pendant les années à venir. Quelle est votre compréhension de ces 3 objectifs mentionnés par le général Kane? Tout d'abord, je pense que ces objectifs sont mouvants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils reflètent la nature changeante de cette guerre. Ils revoient ses priorités. Vous savez, le premier objectif était de neutraliser les missiles. Eh bien, nous avons échoué. Je veux dire, j'aimerais être l'officier du renseignement. Général, objectif numéro 1, échec total, chef. Nous nous sommes trompés dans nos calculs. Les Iraniens lancent des missiles de croisière et des missiles balistiques quotidiennement. Nous n'avons pas réussi à interdire efficacement leur capacité de lancement. Les renseignements que vous aviez sur le pourcentage de lanceurs détruits ont été réduits à néant hier soir, lorsque les Iraniens ont frappé Israël avec le plus grand nombre de missiles depuis le début de ce conflit, prouvant qu'ils ont conservé une capacité de lancement de missiles balistiques suffisante, bien supérieure à nos estimations actuelles. Cela signifie que nous nous sommes complètement trompés, Général. Cela signifie que nous devons revenir en arrière et effectuer une réévaluation de base, car il est clair que nous ne comprenons pas l'ennemi que nous combattons. Nous pensons frapper des cibles. J'ai donné ce même exposé au général Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe, lorsque nous avions 19 lanceurs mobiles et qu'au bout d'une semaine et demie, nous prétendions en avoir détruit 64. Et j'ai dit, chef, nous ne faisons pas ce que nous croyons faire. Parce que si nous prétendons en avoir détruit 64, alors qu'il n'y en avait que 19, les mathématiques de base indiquent qu'il y a environ 45 choses, même si nous avons détruit les 19, qu'on appelle des lanceurs mobiles alors qu'ils ne le sont pas. Nous devons nous demander ce qu'ils sont et pourquoi nous les avons mal identifiés. De plus, nous ne détruisons aucun des vrais lanceurs, car ils continuent de tirer des missiles à un rythme très élevé. Donc nous avons tout fait de travers. Et j'ai été viré pour ça. Alors peut-être que ces officiers du renseignement ne veulent pas se faire virer. Mais c'est votre travail, les gars. Votre travail, ce n'est pas de rester assis là à passer la pommade au général Kane. Votre travail, c'est de dire au général Kane la dure vérité. Et la dure vérité, c'est que nous échouons. Nous n'accomplissons pas la mission. Nous devons réévaluer la situation. Si nous continuons à larguer des bombes sur les cibles en nous basant sur les renseignements actuels, nous allons simplement continuer à échouer. Et donc, en gros, nous allons priver l'Amérique de sa capacité à faire la guerre en dépensant des munitions, en mettant des vies en danger, sans atteindre le résultat que vous prétendez vouloir atteindre. Alors peut-être qu'il est temps d'appuyer sur pause. Stop. Parce que le problème, c'est qu'à mesure que vous poursuivez le combat se poursuit automatiquement. J'ai parlé de réattaquer. Quand on commence à bombarder, on procède à une évaluation des dommages de combat. On observe les effets, on envisage de frapper à nouveau, on veut atteindre l'objectif, toucher chaque cible, et ensuite, cette cible fait partie d'un plan de campagne. En passant d'un ensemble de cibles à un autre, on avance vers la suivante. Donc tout se déroule en mode automatique. Et une fois que les gens entrent dans le rythme de la guerre, on y est déjà allé, on connaît, on a le t-shirt, on s'installe dans ce rythme et il devient difficile d'appuyer sur stop parce que tout est planifié. Les missions de frappe ne se préparent pas instantanément. Je planifie aujourd'hui la mission de demain. Je planifie les munitions. Je dois les commander. Boum, je dois commander le carburant. Je dois savoir quels pilotes seront affectés à quels appareils.
Est-ce que cet appareil sera opérationnel? Faut-il qu'il soit mis à l'arrêt pour maintenance? Ai-je un avion de remplacement? Tout cela, la manière dont la guerre fonctionne, c'est automatique et ça s'alimente tout seul. Si la machine fait une erreur dès le départ, elle ne se corrigera jamais d'elle-même. La machine ne peut pas se corriger sans qu'on fasse une pause. Il faut appuyer sur arrêt, réinitialiser, repartir. Et c'est ce qu'il faut faire avec cette histoire de missile, si tant est que ce soit possible. Je pense que nous avons de mauvaises informations. Je pense que nous ne comprenons pas ce que font les Iraniens. Et je pense que nous faisons exploser des cibles qui n'ont absolument rien à voir avec les missiles. Parce que si c'était le cas, je pense que nous en verrions un impact bien plus important. Donc, échec sur la question des missiles. La marine n'a jamais fait partie de cette équation. Personne ne pensait que c'était la marine iranienne. Si tu pensais que la marine iranienne allait fermer le détroit d'Ormuz, tu es plus bête que terre. La marine iranienne n'a jamais eu l'intention de participer à la fermeture du détroit, car elle sait très bien que la marine américaine la coulerait n'importe quel jour de la semaine. Les Iraniens n'ont jamais cru qu'ils allaient pouvoir rivaliser capacité pour capacité avec les États-Unis. Ils pouvaient faire preuve de force face aux États arabes du Golfe. Ils avaient une marine de portée régionale, mais ils ne pouvaient jamais se mesurer aux États-Unis. Ainsi, dans une guerre ouverte majeure avec les États-Unis, la marine iranienne aurait toujours fini coulée. Et cela n'a aucun impact. Alors il s'est assis là et a dit « Nous détruisons la marine pour pouvoir garder le détroit d'Ormuz ouvert. » Après avoir gardé le détroit d'Ormuz ouvert. Donc encore une fois, une faille fondamentale dans ta façon de penser. En plus, toutes les munitions que tu as gaspillées à couler des navires iraniens qui n'ont aucun effet sur tout cela. Tu as échoué. Général Kane, cela fait 2 échecs sur 2. Et le troisième maintenant? Maintenant, il va étendre la guerre au secteur industriel. Nous en sommes à 12 jours et tu vas l'étendre à l'industrie. Général Kane, laisse-moi te le redire. Simplement en étudiant la guerre et son fonctionnement, aucune des installations que tu vas frapper n'aura quoi que ce soit à l'intérieur. Même si vous les aviez frappées dès le premier jour, la plupart de ces installations n'auraient rien contenu, car nous annoncions depuis un certain temps la possibilité d'un conflit et avions même indiqué les sites qui nous intéressaient. De la même manière, les Iraniens ont évacué toutes les centrifugeuses de valeur, ou du moins les ont reproduites et conservé un stock de sécurité dans des sites cachés, de sorte que, même si nous faisions exploser Natanz et Fordow, ils disposeraient encore de plusieurs cascades de 164 centrifugeuses. Des cascades de centrifugeuses à haute capacité, des IR-8, des IR-6. Elles sont quelque part enterrées, avec une alimentation électrique leur permettant de fonctionner. Elles ont été évacuées. Vous voulez faire exploser l'installation de production de missiles. Donc, en ce moment, vous avez une cible ici, appelons-le Scott Ritter. Et le vieux Scott Ritter va arriver et dire « Hey, voici l'usine iranienne de missiles balistiques ou de propergol solide, 16 Alpha. Les installations suivantes se trouvent ici, boum, 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 et je vais vous les montrer. Et ensuite, tu sais, nous avons examiné tout ça, et si tu veux, eh bien voilà, tu vas devoir utiliser cette munition pour faire s'effondrer celle-ci. Celle-là, tout ce que tu as à faire, c'est ça. Boum, 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 boum. Et nous allons y placer des munitions. Mais le mélangeur qui se trouvait dans cette installation n'y est plus. C'est un mélangeur de grande valeur. Les Iraniens ne vont pas le laisser là jusqu'à ce qu'ils le fassent exploser. Tout autour, c'est du béton, donc il suffit de couler du nouveau béton. Mais le mélangeur, il est parti. Il se trouve dans une autre installation. Vers 2005, 2006, 2007, 2008, les Iraniens ont commencé à...
the Iranians started digging evacuation sites. Ils creusent des sites d'évacuation dans les montagnes en utilisant la même technologie de forage qu'ils ont utilisée pour aider le Hezbollah à creuser des tunnels souterrains au Liban et que les Nord-Coréens utilisent aussi. Ils ont utilisé la même technologie et ont foré les montagnes. C'est ce qu'est Fordo d'ailleurs. Fordo était un site d'évacuation qui a été converti en installation d'enrichissement. C'est tout. Il existait déjà. Ils ne l'ont pas creusé spécialement pour les centrifugeuses. Il existait déjà. C'est un site d'évacuation. Il y a des centaines de sites d'évacuation à travers l'Iran dont nous ne savons rien. Nous pensons peut-être savoir où se trouvent certains d'entre eux. Et si nous y consacrions du temps, nous pourrions les localiser. C'est ce que je faisais autrefois, assis là, à observer les routes. C'est un travail difficile, Nima, de faire du renseignement. Vraiment. Parce qu'il faut rester assis là et essayer de ne pas s'endormir. Mais à l'époque, on se mettait simplement sur la table lumineuse et on commençait à faire défiler les routes. Les routes. Revenons un peu en arrière. Pourquoi construisent-ils une petite route ici? Suivons cette route. Où mène-t-elle? Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont un camp. Ils ont des bulldozers ici. Que font-ils ici? Qu'est-ce qu'ils construisent là? Cette route s'élargit. Maintenant, de grosses pelleteuses arrivent. Des bétonnières arrivent. Ils coulent du béton à l'intérieur. Il y a un trou là. Je viens de trouver un site d'évacuation. Note-le et surveille-le. Si quelqu'un faisait ça, on pourrait trouver des sites d'évacuation. Parce que rien ne se passe dans le vide. Les trous n'apparaissent pas dans les montagnes par hasard. Mais si on ne les cherche pas, si on n'a pas des gens qui s'en occupent activement, alors on passe à côté de choses. Parce que vous savez, route principale, route principale, route principale. Non, pont, pont, pont. Non, 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 non. Terminé. On ne regarde pas ce petit chemin qui part de côté. Mais si on le fait, c'est comme ça qu'on a trouvé tout ça en Irak. Parce que c'est ce que je faisais aussi. Passer beaucoup de temps à examiner les images prises par les U-2. Et puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Et bam! Voilà. Donc, il y a des centaines de ces sites. On en connaît peut-être certains, on en bombarde peut-être certains. Mais c'est pour ça que quand on cache des choses, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On répartit. Donc, vous savez, la capacité de survie. Toutes les cibles que le général Kane parle de bombarder maintenant sont vides. Elles sont vides. Donc, nous allons y aller et faire exploser du béton. C'est tout. Nous allons mettre des vies américaines en danger. Nous allons tuer beaucoup de civils innocents parce que, encore une fois, nous faisons exploser des cibles que nous ne comprenons pas. Nous l'avons prouvé dès le premier jour, car nous avons bombardé un hôpital et une école à Manab. 50% des cibles que nous avons frappées à Manab étaient des crimes de guerre. Il y avait 4 cibles que nous avons touchées. 2 d'entre elles étaient interdites par la loi. Un hôpital et une école. 50%. Imaginez maintenant appliquer ce ratio à ce que nous faisons dans l'ensemble de l'Iran. Nous tuons beaucoup de civils innocents parce que le crime de guerre que nous avons commis à Manab se répète quotidiennement. Et encore une fois, il n'y a aucune justification à cela. Aucune justification, quelle qu'elle soit. Les professionnels de l'armée devraient dire « pause ». Il faut qu'on examine cela. Et il faut le faire immédiatement. Il faut se demander pourquoi bombardons-nous cette cible? Qu'essayons-nous d'accomplir? Et si vous ne le faites pas, vous avez échoué et vous commettez un crime, littéralement un crime. Vous avez la responsabilité, en vertu de la Constitution, de ne pas obéir à un ordre illégal. À ce stade, vous devez tous être avertis que votre ciblage est insuffisant, qu'ils ont supprimé les freins et contrepoids exigés par la loi pour distinguer les cibles militaires des cibles civiles. Cela a été supprimé. Par conséquent,
Vous ne pouvez pas supposer que cela a été fait, et vous ne devez pas frapper la cible. Si vous continuez à bombarder, quiconque bombarde après cela, vous commettez un crime de guerre potentiel. Donc, vous savez, tout cela est faux. Cain a énoncé 3 objectifs. Les 3 sont des échecs. 2 ont déjà échoué, et le 3e est voué à l'échec, parce que je vous le dis tout de suite, nous avons appris cela de l'Irak. Encore une fois, c'était l'une des choses les plus stupéfiantes pour moi. Vous savez, j'étais unique en ce sens que j'étais un type qui avait participé à la campagne aérienne stratégique et qui s'y connaissait. J'étais celui qui faisait l'évaluation des dégâts causés par les Scud, pas seulement pour les roquettes mobiles, mais j'étais aussi celui qui examinait chaque installation liée aux Scud, à Taji al-Marik, partout, chacune d'entre elles. Je les ai surveillées pendant la guerre et j'ai observé la destruction qui s'est produite. J'avais aussi tout un ensemble d'autres cibles que je suivais. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller en Irak comme inspecteur en armement. Je me souviens à quel point c'était stupéfiant. Vous savez, nous avons arrêté de les bombarder en février et en décembre, j'étais là-bas. Alors tu vois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 10 mois plus tard, après la fin de la guerre, après que nous ayons détruit tous ces bâtiments, je suis à Bagdad pour les inspecter. Et quand tu vas dans ces installations, il y a énormément de destruction. Mais à mesure que tu avances, tu te dis, où est le matériel? Nous avons fait exploser Taji al-Marik, qui est une usine de propergol solide pour fusées. C'est ce que j'essaie de te dire, Général Kane. J'espère que tu m'écoutes, parce que tu pourrais vouloir étudier cela. Vous vous apprêtez à bombarder l'équivalent iranien de cette installation. Et nous avons détruit beaucoup de choses. Mais en 1992, nous y retournions déjà. En 1993, encore une fois. Et nous avons remarqué que tous les endroits que nous avions bombardés avaient été reconstruits. Toutes les installations de mélange que nous pensions avoir détruites étaient de nouveau en place, installées, en fonctionnement. Nous n'avions rien accompli. Nous avons fait sauter des installations, mais elles étaient toutes de retour. Nous sommes arrivés à Taji. Ils avaient tout fait exploser à Taji. Et la fois suivante, les toits étaient réparés, balayés, et tout l'équipement de production de l'usine, Nasser y était de nouveau. Il faisait de la forge, pliait le métal, tout le reste. Nous n'avons rien détruit. Nous n'avons littéralement rien détruit. C'est comme ça. Même chose du côté nucléaire. Tout a ensuite été évacué, enterré, détruit par les Irakiens, mais nous n'avons rien détruit. Tout avait été évacué. C'était les Irakiens. Les Iraniens observent tout cela et en tirent des leçons. Je peux vous garantir dès maintenant, avec une certitude absolue, que l'ensemble des infrastructures précieuses de l'Iran, les équipements de production, a été évacué vers un site caché. Donc, si vous voulez bombarder une installation, allez-y, bombardez-la. Pourquoi pas? Faites exploser un bâtiment. Super. Ça fait de belles images. Vous serez au même niveau que les simples d'esprit qui peuplent X, Telegram et tout le reste. Vous savez, ceux qui peuvent rester là à se repaître de leurs petits pornos de guerre. Mais cela ne sert à rien. Nous faisons juste exploser des choses et gaspillons des munitions. Nous avons déjà dépensé des milliards de dollars en munitions et nous commençons à manquer de certains types d'obus. Mais si Cain veut aller faire ça, alors c'est un échec en tant que dirigeant. Parce que c'est là qu'un vrai leader se lèverait et dirait « Monsieur le Président, nous faisons exploser des bâtiments vides. Il est temps d'arrêter. Retournons chercher les sites de dissimulation. » Parce que c'est de cela que cette phase de la campagne doit parler, les sites de dissimulation. Trouver les sites de dissimulation et commencer à les éliminer un par un. C'est comme ça qu'on gagne cette guerre. Faire exploser les sites de dissimulation. Faire exploser les infrastructures critiques. Mais non, nous allons faire exploser des bâtiments vides. Super.
Je veux dire, la stupidité de tout cela est ahurissante. C'est la même chose avec la marine. Nous coulons des navires. Et alors, quand cette guerre sera terminée, l'Iran achètera de nouveaux navires. Mais ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Impossible de les arrêter. Si nous essayons de faire passer nos navires, nous perdrons nos navires. Ils posent peut-être des mines en ce moment, ou peut-être pas. Je n'en sais rien. Les rapports à ce sujet sont très flous. Mais cela n'a pas d'importance. Aucun navire ne passera sans être attaqué, à moins que les Iraniens ne veuillent qu'il passe. Mais ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas besoin de marine. Vous bombardez la mauvaise cible. Voilà ce qui arrive quand des idiots jouent à la guerre, alors qu'il faut des gens intelligents, capables d'évaluer l'ensemble des capacités iraniennes et de comprendre ce que nous voulons réellement accomplir. Toi et moi avons déjà eu cette conversation. Je te le dis franchement. Si j'avais dirigé la campagne de suppression des missiles, nous aurions été bien plus efficaces que nous ne le sommes ici. Parce qu'il faut quelqu'un qui connaisse les missiles et comprenne comment les Iraniens se sont adaptés. Donne-moi un exemple. Quand nous sommes entrés en guerre contre l'Irak, nous avons commencé à utiliser les normes soviétiques pour estimer le temps nécessaire à la préparation d'un missile. Alors nous nous disions, très bien, si nous allons faire voler une patrouille de combat d'un F-15 au-dessus de l'ouest de l'Irak, nous savons qu'ils doivent se déplacer, qu'ils doivent faire le plein sur place, donc il y aura des camions-citernes qui arriveront. Ensuite, ils doivent redresser le missile et nous le photographierons, puis nous viendrons le détruire. Et après le lancement, il leur faudra un certain temps pour le redescendre et se replier. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que les Irakiens, enfin, je dis nous n'avions pas compris, certains d'entre nous si, car certains avaient étudié la guerre Iran-Irak, disaient « Attendez une minute, ils avancent la Hussein, le font tirer, puis le retirent aussitôt. » Cela signifie qu'ils ne font pas le plein au moment du lancement. Cela veut dire qu'ils disposent d'une installation à l'arrière où ils effectuent le ravitaillement. Donc, peut-être que les tactiques irakiennes sont différentes et il faudrait en tenir compte. Certains d'entre nous l'ont fait et ont essayé de convaincre les autres que nous menions la mauvaise guerre. Mais cela n'a pas marché. Ils disaient non, ils font le plein sur place. Alors maintenant, les Irakiens ravitaillent leurs missiles à Ramadi pour l'ouest, à Abu Ghraib, à Kut pour cette zone, et plus au sud, près de Bassora. Ils le faisaient en un seul endroit, puis ces missiles étaient chargés sur les lanceurs et transportés jusqu'au site de lancement. Ils les redressaient, tiraient, puis procédaient à une évacuation rapide. Boum, ils étaient partis. 5 minutes pour dégager le site. Donc, si nous sommes à 8 minutes d'un site de lancement et qu'ils lancent, on nous dit d'y aller, de foncer, mais ils sont déjà partis en 5 minutes. Ils sont déjà sur un autre site de dissimulation, recouvert d'une protection infrarouge. Nous ne voyons pas la chaleur. Ils sont froids. Et nous cherchons, nous n'avons rien. Rien du tout. Nous avons déjà mené cette guerre. Alors il a fallu s'asseoir et littéralement faire passer quelqu'un en revue chaque système. Comment il fonctionne, quelle est sa portée, examiner les caractéristiques physiques, puis imaginer des scénarios du type à quelle vitesse peuvent-ils se déplacer. Parce que les Iraniens ne vont pas agir comme en temps de paix. C'est du combat. Rapide, rapide, rapide. Comment opèrent-ils rapidement? Où sont-ils? Est-ce qu'on vérifie toutes les palmeraies à la recherche de lanceurs de missiles, là où ils cachent leurs missiles? Nous ne l'avons pas fait. Nous étions assis là, et nous avons dit, vous savez, ils vont sortir leurs missiles, ils vont les vendre. Regardez, nous allons intervenir, nous allons faire ceci, cela et autre chose. Et donc nous perdons beaucoup de temps et d'efforts à faire exploser des choses qui ne sont pas réelles, sans parler des autres leurs.
Je veux dire, les Irakiens étaient très doués. Ils avaient une petite unité de leurre et avaient installé 3 sites fixes de leurre avec des lanceurs d'apparence réaliste. Et nous les bombardions. C'est essentiellement comme s'ils disaient « Tenez, venez bombarder ici ». Pendant que nous bombardons là-bas, les Irakiens font des choses du genre « D'accord, nous allons faire passer un convoi par ici pour détourner l'attention ». Alors ils placent des leurres ici, un convoi là, et nous bombardons ici, en essayant d'intercepter le convoi. Et là-bas, depuis un bosquet de palmiers, 2 lanceurs sortent, tirent, puis disparaissent. Nous ne pouvons pas réagir. Toute leur campagne a été menée avec ce genre de tromperie. Les Iraniens ont tiré des leçons de cela. Ils ont des leurres, des gonflables, très réalistes. Ils sont là-bas. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été assez malins pour y mettre des barils de carburant afin de provoquer une belle explosion secondaire. C'est ce que je ferais, si j'étais à la place des Iraniens. Mais ils sont là-bas à installer ces choses. Si un missile est en position de lancement et qu'il n'a pas été tiré dans les 5 minutes qui suivent, d'accord les gars, c'est un leurre. Et donc, ils sont simplement en train de nous piéger. Nous sommes là à bombarder des trucs, à nous vanter de tout ce qu'on fait exploser. Et pourtant, ils continuent à lancer. Je ne dis pas qu'ils ne subissent pas de pertes, je pense que si. Mais vu l'ampleur et l'échelle, avec les Irakiens, nous n'avions affaire qu'à 19 lanceurs mobiles, et c'était déjà assez difficile à cibler. Ici, il y en a beaucoup plus, et je pense qu'on en atteint certains. Une partie de ces images donnait l'impression qu'ils essayaient de les cacher et de les protéger. Mais encore une fois, je regarde ces images et je me demande, sont-ils vraiment aussi stupides? Je veux dire, les Iraniens sont des professionnels. Alors, pourquoi choisirais-tu une cachette sous un ponceau avec ton derrière qui dépasse? Si l'arrière du missile dépasse, tu sais que l'ennemi peut le voir. Ce qui me dit que tu veux que l'ennemi le voie. Donc ils ont mis un leurre sous le ponceau avec son arrière qui dépasse, et nous on se dit, on vous tient, on le fait exploser, on diffuse la vidéo, les gens font leur petite danse, et tout ça, et au final on a frappé un leurre. Ces types sont des professionnels. Les spécialistes des missiles sont des professionnels. Ils ont repéré à l'avance chacun de leurs sites. Quand ils se préparent à un tir, toutes leurs positions sont prêtes. Parce que les Irakiens faisaient déjà ça, et les Iraniens sont tout aussi professionnels. Ils avaient choisi chacun de leurs sites de dissimulation. C'est pourquoi, après avoir tiré, ils ont pu revenir à Ramadi sans jamais être détectés. Parce qu'ils étaient préparés. Ils surveillaient les avions, tiraient ici, surveillaient les avions, tiraient là, juste boum, 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 retour. Nous ne les avons jamais détectés. Les Iraniens sont tout aussi compétents. Donc je n'imagine pas un type iranien dire « Très bien, tirons et cachons ça sous un ponceau en laissant notre derrière dépasser. » Ils ont déjà tout mesuré. Ils se disent « Il faut qu'on y aille, qu'on vérifie la signature thermique, qu'on se mette sous un ponceau. » Nous allons déployer une bâche. La bâche va servir à bloquer la chaleur, car après le lancement d'un missile, il y a une chaleur réfléchie. On déploie la bâche, et quand on arrive avec l'infrarouge, on ne voit rien. On peut même faire des choses artificielles, comme installer un générateur de chaleur ici pour créer de la chaleur. C'est à quel point ces gars-là sont bons. Ces gars-là sont vraiment, vraiment, vraiment doués. Et on ne leur reconnaît aucun mérite pour ça. Si tu veux battre les Iraniens à ce jeu des missiles, tu dois commencer à penser comme un chef iranien des missiles. Et nous, on ne le fait pas. Nous manquons de respect à ces gens partout. Nous sommes la plus grande armée du monde. Nous sommes la machine de guerre la plus meurtrière du monde. Quand nous déployons nos avions au-dessus d'une cible, nous dominons. Eh bien, on ne peut pas dominer simplement en disant qu'on domine. Il faut réellement aller sur le terrain et le faire. Et devine quoi?
Le fait qu'aucun des trois critères objectifs du général Kane n'ait été atteint signifie que nous ne dominons rien du tout. Nous ne faisons que nous berner nous-mêmes. Scott, comment évalues-tu les objectifs iraniens? Que recherchent-ils et quels succès ont-ils rencontrés jusqu'à présent? Le premier objectif est la survie. Les Iraniens savent qu'il s'agit d'une guerre d'ampleur existentielle, ce qui signifie qu'on ne peut pas placer tous ses espoirs en un individu, car les gens meurent. Il faut placer ses espoirs dans une institution, dans des institutions, dans des lois, et ainsi de suite. La République constitutionnelle, la Constitution. L'Iran est conçu pour fonctionner comme une république constitutionnelle, et il a passé l'épreuve haut la main. Le guide suprême a été tué dès le premier jour, et ils l'ont remplacé avec succès, conformément à la Constitution. Ce faisant, il a été transformé en martyr, et la nation iranienne se rallie autour de la République islamique comme jamais auparavant. Ils ont donc été très efficaces sur le plan de la survie politique. Mais maintenant, il faut assurer la survie militaire. Et les Iraniens l'ont, et l'ont depuis un certain temps déjà. Au départ, je pensais qu'il y avait 12 districts militaires autonomes. Quelqu'un parle maintenant de 32. Alors peut-être qu'ils ont encore subdivisé, je ne sais pas. 32, ce serait excellent, parce que ça signifie qu'il est plus difficile pour nous de les éliminer. On peut frapper 12 endroits, mais 32, c'est un autre problème de ciblage. Ils ont construit un système conçu pour fonctionner de manière autonome, de sorte que chacun de ces districts militaires n'a pas besoin que quelqu'un à Téhéran lui dise quoi faire. Quand la guerre a commencé, ils se sont déconnectés et ils exécutent leur propre plan de guerre. Maintenant, le commandement central essaie peut-être de diriger, de rediriger et tout le reste s'il tient le coup. Mais s'il ne le peut pas, il ne s'arrête tout simplement pas. Ils continuent sans relâche. Les Iraniens ne cesseront jamais de faire pression sur l'ennemi. Jamais. Quoi que nous fassions, ils continueront. C'est cela, la survie militaire, maintenir la pression sur l'ennemi. Et puis, la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Il faut donc se demander pourquoi les Iraniens font ce qu'ils font. Eh bien, je pense qu'ils ont plusieurs objectifs politiques, mais le principal est de chasser les États-Unis du Moyen-Orient et de vaincre Israël, au point qu'Israël ne cherche plus jamais à montrer sa force comme il le fait actuellement, à humilier Israël jusqu'à ce qu'il cesse d'être une puissance irresponsable. Il faut donc disposer des ressources nécessaires pour soutenir la lutte contre Israël. On dirait qu'ils ont réussi. Ils ont atteint leurs objectifs. Et il faut cibler Israël pour savoir où se trouvent les points sensibles. Et c'est ce qu'ils font. Ils commencent à frapper toutes les cibles importantes. Désormais, une douleur permanente est sur le point d'être infligée à Israël. Vous savez, on peut éteindre les lumières pour une nuit. Mais que se passe-t-il quand on les éteint pour toujours? Nous nous dirigeons peut-être dans cette direction. Pour les États-Unis, il faut détruire. Eh bien, nous avons ces bases. Mais pourquoi ces bases existent-elles? Beaucoup d'entre elles sont là pour recueillir des renseignements sur l'Iran, faciliter la défense antimissiles et soutenir les opérations militaires. Cela se fait grâce à des radars qui collectent des données. Vous faites cela grâce à des relais satellites qui transmettent des données, et ils ont détruit cette infrastructure. Elle n'existe plus. Maintenant, ils sont en train de causer encore plus de dégâts. Mais encore une fois, avec les Iraniens, je pense qu'ils comprennent. Les gens disent, eh bien, ils n'ont pas causé tant de dégâts à la base. Si vous faites exploser un bâtiment de caserne, qu'avez-vous accompli? Rien. Je peux reconstruire une caserne. Mais si vous faites exploser un système radar unique d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc, les Iraniens détruisent des infrastructures critiques. La base peut sembler intacte,
Et pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas vraiment causé tant de dégâts, ils ont neutralisé la base. Elle est inutile. Je veux dire, c'est comme si vous aviez un étalon géant, il a remporté la triple couronne. Je vais gagner beaucoup d'argent. L'étalon va s'accoupler avec les juments, puis on le castre. Ton étalon n'est plus un étalon. C'est plus qu'un cheval. Plus de couilles. Eh bien, l'étalon américain est censé aller s'accoupler dans le golfe Persique. Mais les Iraniens lui ont coupé les couilles. Donc c'est plus qu'un cheval. Et ça, c'est la première étape, car il va nous en coûter très cher de revenir. Mais ensuite, il faut créer un environnement politique dans la région qui ne veuille pas du retour des États-Unis. Et donc, il faut s'assurer qu'un prix soit payé pour toute collusion avec les Américains. Et ce prix est en train d'être payé. Et l'on commence à voir des gens dans les États arabes du Golfe se demander pourquoi ils entretiennent encore cette relation avec les États-Unis. Aucune protection ne vient de là-bas. Ils sont attaqués. Je pense donc que l'objectif politique est en train d'être atteint pour eux. La punition d'Israël se poursuit. Israël n'a pas encore été frappé de manière fatale, mais il se dirige dans cette direction. Les Israéliens sont sans défense à ce stade. Ils ne peuvent tout simplement pas se défendre. Alors combien de dégâts supplémentaires peuvent-ils subir avant de franchir ce seuil politique où cela devient politiquement intenable? À un certain moment, vous détruisez le dessalement. Vous détruisez l'électricité. Vous rendez la vie en Israël invivable. Et les gens vont fuir. Et quand les gens fuient, quand Israël se dépeuple, c'est la fin d'Israël. Je pense que les Iraniens vont dans cette direction. Contrairement aux objectifs américains, les Iraniens avancent réellement vers l'accomplissement de leurs tâches. Et puis l'autre question est, comment faire pour que les États-Unis abandonnent? Vous n'allez pas vaincre l'Amérique militairement. Vous ne le ferez pas. Nous allons faire exploser des cibles à l'intérieur de l'Iran indéfiniment. La seule façon de vaincre l'Amérique, c'est de nous faire abandonner politiquement le combat. Vous ne nous infligerez pas de dommages militaires. Donc, avec tout le respect que je dois, perdre 8 soldats est tragique pour les familles. Mais alors, quand nous sommes partis en guerre pendant la tempête du désert, nous avions apporté 10 000 sacs mortuaires et en avions commandé 60 000 de plus. Nous ne les avons pas utilisés, mais nous étions prêts, parce que c'est la guerre, et dans une guerre, on perd des gens. L'armée américaine peut encaisser les coups, et l'Iran n'a pas encore porté de véritables coups aux soldats. Le coût humain jusqu'à présent est dérisoire. 140 blessés, 8 morts. Rien du tout. Souvenez-vous de la Seconde Guerre mondiale. Nous allions perdre 5 000 marines le premier jour en prenant Iwo Jima, 5 000 hommes en traversant le jour J. Nous pouvions supporter des pertes. Ce n'est pas comme ça qu'on bat l'Amérique. On bat l'Amérique ici, chez elle. Quand le peuple américain perd la volonté de se battre. Souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Il y a un film intéressant, Mémoire de nos pères. James Bradley a écrit le livre, et ils en ont fait un film. Il parle des bons de guerre. Il y a un discours important prononcé par le secrétaire à la marine devant les marines. Il dit, « Vous savez, nous manquons d'argent. Le peuple américain ne veut plus faire cette guerre. Il en a assez. Nous avons gagné en Europe. Pour eux, c'est fini. Ils pensent que tout est terminé et ne veulent pas que cela continue. Et nous manquons d'argent. Si nous n'avons plus d'argent, la guerre s'arrête. Nous devons continuer à lever des fonds, des bons de guerre. Votre mission est de donner envie au peuple américain de contribuer pour que cette guerre puisse continuer. Votre tâche est de convaincre le peuple américain que cette guerre vaut la peine d'être menée. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le public américain était épuisé pendant la Seconde Guerre mondiale et comment la victoire en Europe
a en réalité compromis la victoire potentielle au Japon, ce qui est une autre raison pour laquelle nous avons largué les bombes atomiques. Parce que vous savez, l'idée d'une campagne longue et interminable au Japon, le public américain n'allait tout simplement pas l'accepter. C'était la Seconde Guerre mondiale, quand les Japonais nous ont bombardés à Pearl Harbor et que nous avions toutes les raisons de continuer. Le public américain d'aujourd'hui est largement insensible à cela. Nous sommes ignorants comme pas possible. Nous ne comprenons pas la guerre. Nous ne comprenons pas ce que nous avons fait. La plupart des Américains ne pleurent pas les 186 enfants iraniens morts, parce qu'ils s'en moquent, tout simplement. 186 dead Iranian children because they just don't care. We've dehumanized the Iranians psychologically. They're not. Nous avons déshumanisé les Iraniens sur le plan psychologique. On ne les voit plus comme des êtres humains. Ce sont des gens à la peau brune, des partisans, des musulmans, des terroristes. Nous pouvons utiliser tous les termes péjoratifs possibles. Nous oublions qu'ils comptent parmi les peuples les plus cultivés du monde, avec des milliers d'années de culture et d'histoire. Et ils sont aussi humains que n'importe qui d'autre, voire plus, car je les ai rencontrés, et ce sont des gens formidables. Mais nous avons construit une barrière pour nous protéger. Alors quand le peuple américain essaie de jouer la carte de l'humanité en disant « ce que vous faites est mal », bien sûr, certains seront d'accord. Mais la majorité des Américains s'en moquent. Ils vont se laisser séduire par la pornographie de la guerre. Ils regarderont les explosions et diront 47 ans de préparation. 47 years in the making. You know, those Iranian bastards have been getting us for 47 years. Ces salauds d'Iraniens nous mènent la vie dure depuis 47 ans. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont envoyé ce missile dans l'école des enfants. C'est ce que le président a dit. Ce n'était pas nous, c'est eux. Je veux dire, il y a une stupidité collective ici. Le collectif américain est foutu. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces abrutis regardent la propagande de guerre, ils se disent « il faut que j'aille faire le plein ». Et puis, ils vont à la station-service et disent « attendez une minute. La semaine dernière, c'était 3,11. Aujourd'hui, c'est 3,58. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas autant d'argent. » Ensuite, ils vont au magasin pour acheter de la nourriture sans se rendre compte que le prix du diesel a explosé. Donc ça coûte beaucoup plus cher aux camionneurs de venir livrer. Diesel's gone through the roof, so it costs a lot of money for the truckers to come in, and so the people that put the food in the stills raise the price. Et donc, les personnes qui remplissent les rayons ont augmenté les prix. La semaine dernière, je pouvais acheter une semaine complète de courses pour $250. Maintenant, c'est $375. Je n'ai pas $125 de plus par semaine pour couvrir ça. Que se passe-t-il ici? Et soudain, la lumière s'allume. Ce n'est pas une question de morale, ni de loi, ni de quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas la Constitution. Maintenant, il y a un impact personnel et ils réalisent qu'il y a un prix économique à payer. Mais à quoi diable pensait Trump? Ah, voilà la question qu'il aurait fallu poser dès le premier jour. Et c'est ainsi que nous allons perdre la guerre. L'Iran est en train de créer les conditions pour que cela arrive. L'Iran nous a étudiés bien plus que nous ne l'avons étudié. L'Iran connaît l'ennemi bien mieux que nous ne connaissons le nôtre. Iran knows the enemy far better than we know our enemy. I don't believe the Iranians are our enemy. If we're going to treat them like one, Je ne crois pas que les Iraniens soient nos ennemis. Et si nous devons les traiter comme tels, nous devrions au moins les respecter suffisamment pour apprendre à les connaître et les étudier. Si nous devons leur faire la guerre, essayons au moins de la gagner. Mais vous savez, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous nous contentons de tout faire exploser. Nous avons tout fait pour perdre cette guerre. Et si les Iraniens parviennent à maintenir le détroit d'Ormuz fermé et à poursuivre les actions contre Israël tout en encaissant les frappes américaines, ils vont gagner cette guerre parce qu'elle ne se gagnera pas sur le champ de bataille. Elle se gagnera ici, sur le front intérieur, lorsque le peuple américain comprendra qu'il y a un coût économique à payer pour cette guerre et que la pression politique sera exercée sur Washington, D.C. pour y mettre fin.
Israël s'efforçait désespérément d'entraîner l'Azerbaïdjan dans le conflit. Il pensait que l'Azerbaïdjan leur donnerait une certaine forme de levier s'ils s'impliquaient dans la guerre. Mais cela semble avoir complètement échoué en raison de ses liens avec la Russie, avec l'Iran et de ce que nous avons pu observer jusqu'à présent. Pendant ce temps, Lindsey Graham supplie désespérément ou menace l'Arabie saoudite de s'impliquer dans le conflit. Qu'est-ce qui lui fait penser que l'Arabie saoudite peut apporter quelque chose à la table? What is in his mind that Saudi Arabia can bring to the conflict for him? I think, first of all, for Lindsey Graham, Je pense que tout d'abord, pour Lindsey Graham, une grande partie de la perception crée sa propre réalité. Plus Lindsey Graham parvient à convaincre le peuple américain qu'il existe un front uni contre l'Iran, plus il peut se mettre en avant et jouer les meneurs. Mais s'il veut vanter la noblesse de cette cause, tout en constatant que les États arabes du Golfe, que nous avons qualifiés d'alliés essentiels, disent non, nous ne nous en mêlons pas cette fois, alors les Américains vont commencer à se poser des questions. Attendez une minute. Si l'Iran représente une telle menace, pourquoi l'Arabie saoudite ne participe-t-elle pas? Peut-être qu'ils savent quelque chose, puisqu'ils vivent juste à côté, et qu'ils ne semblent pas aussi inquiets que vous. Et alors, les gens commencent à poser des questions. Donc je pense qu'il s'agit surtout d'une question de perception. Graham veut créer l'impression d'un large soutien à ce que fait l'Amérique. Graham wants to create the perception of broad-based support for what America's doing. And the more nations start to peel off, the more Et isolated. plus les nations commencent à se détacher, plus nous devenons isolés, et plus cet homme, déjà ridicule, paraît insensé. La deuxième chose, c'est que c'est de la pure désespération à ce stade. Parce qu'on peut être le plus grand supporter du monde. Je veux dire, j'adore mes équipes de football, et je peux encourager. Premier quart-temps, allez les gars, allez! Ils perdent, mais il y a encore une chance, il reste 3 quarts-temps. Deuxième quart-temps, allez, vous pouvez le faire. Ils perdent à la mi-temps, il reste encore la moitié du match. Troisième quart-temps, ils sont miraculeux. Il reste 15 minutes au 4e quart-temps et je continuerai à encourager jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, on peut bien continuer à encourager et la foule te dit « Scott, il y a 47-0. Il reste 3 minutes dans le match. » God, it's 47-0. There's 3 minutes left in the game. We're not going to win. Nous n'allons pas gagner. Et Lindsey Graham regarde le tableau de score en ce moment et ça s'annonce plutôt sombre. Je viens de te le dire, c'est un homme ignorant. C'est un homme immoral, mais ce n'est pas un homme stupide. Il regarde le tableau de score et il se rend compte que le temps est presque écoulé dans cette partie et que nous n'avons marqué aucun point. Tu sais, on pensait avoir marqué un point avec Khomeini, mais en réalité, c'était une sécurité. On a perdu 2 points. On s'est fait plus de mal en les tuant que si on les avait laissés en vie. On serait dans une meilleure situation qu'aujourd'hui. Mais tu sais, je viens de te le dire, nous ne supprimons pas les missiles. Nous ne détruisons pas la marine. Ça n'a aucun sens. Et ce n'est que maintenant que nous nous préparons à faire exploser des bâtiments vides. We're only now getting ready to blow up buildings that are empty. And meanwhile, Iran is surviving, not only surviving, but Pendant ce temps, l'Iran survit. Non seulement il survit, mais il riposte. Alors maintenant, posez-vous la question. Vous êtes l'Azerbaïdjan. Si la conversation était « Vous voulez vous joindre à nous » et que l'Azerbaïdjan regarde de l'autre côté de la frontière et voit que le guide suprême est mort, que les gardiens de la révolution sont divisés, que les gens sont dans les rues en criant « Mort à Khomeini » et que l'armée s'effondre, n'est pas très efficace. Qu'Israël abat tout et s'en sort plutôt bien. Que les États arabes du Golfe sont unis, je me dirais, bien sûr, je signe tout de suite. Je suis dans le corridor de Zangezur, allons-y. Mais nous venons les voir et disons, Azerbaïdjan, vous voulez venir? Ce corridor de Zangezur, souvenez-vous, J.D. Vance était ici le mois dernier. Il vous a promis tout ça. Remember, J.D. Vance was here last month. He promised you all this stuff. Yeah, but Ouais, mais ils sont vraiment furieux, unis, et ils vont nous démolir. Ils vont s'en prendre à nous. J'ai un petit champ pétrolifère ici, à l'extérieur de Bakou.
Ils vont le faire exploser et après ça, je n'aurai plus d'argent. Je ne suis plus très enthousiaste à ce sujet. Non, je ne signe pas pour celle-là. C'est pour ça que l'Azerbaïdjan s'est retiré, parce que l'Iran n'est pas vaincu. L'Iran a encore la capacité de punir l'Azerbaïdjan. Mais tu remarques aussi les Israéliens. Ce sont les Israéliens qui attaquent les infrastructures iraniennes avec des drones et tout ça, parce qu'ils sont désespérés de faire entrer l'Azerbaïdjan dans ce conflit. Mais ce n'est pas le cas. À un moment donné, l'oléoduc qui transporte combien déjà 40% du pétrole d'Israël. C'est un bon chiffre. C'est 45, oui. Eh bien voilà, il y a les 5% nationaux. Mais le fait est qu'à un moment donné, cela va entrer en jeu. Et le truc, c'est que le rôle de l'Iran en ce moment est de rendre la vie invivable en Israël. Ils ne vont pas refaire un autre holocauste, 6 millions de morts et tout ça, ou 9 millions. Ce n'est pas leur objectif. Encore une fois, les Iraniens, cela m'étonne pour dire la vérité, parce qu'il y a des gens qui disent « Nous avons tué 1200 Iraniens ». Et en Israël, nous avons eu 13 morts. Qui gagne cette guerre? Pas vous, Israël. Les Iraniens n'essayent pas de tuer des gens. C'est ça qui est fou dans cette histoire. Nous en sommes à un point où les Iraniens savent comment tuer des gens. Ils savent que nous sommes là. Les Américains sont tous regroupés dans les installations de casernement. Les Iraniens ne tuent pas les soldats. Ils le pourraient. Mais regardez ce qu'ils visent. Les radars, les infrastructures critiques. Jamais ils n'ont attaqué une grande caserne. Dieu merci, je ne suis pas un commandant iranien. Je suis un salaud assoiffé de sang. Et je me dirais, tuez-en le plus possible. Mais ce sont des gens moraux. Et ils se disent, non, nous pouvons atteindre nos objectifs stratégiques sans tuer de gens. Et ils ne tuent pas d'Israéliens. Ils ne visent pas délibérément Israël. Peu importe à quel point les Israéliens s'en plaignent, les cibles iraniennes sont très précises. Elles visent à obtenir des résultats stratégiques bien définis. C'est la même chose avec les États-Unis. Et les Iraniens sont intelligents sur ce point. Parce que, vous savez, si vous tuez trop d'Américains, nous nous mettons en colère. Et vous ne voulez pas que l'Amérique soit en colère. Vous voulez que l'Amérique soit fâchée à cause des prix de l'essence. C'est là que l'esprit américain doit être, les prix de l'essence. Mais si 500 Américains sont morts, je paierai n'importe quel prix à la pompe, si cela signifie tuer tous ces Iraniens, les tuer tous. Vous voulez nous attaquer? Vous voulez tuer mon fils, tuer mon frère? Nous vous tuerons tous. Et soudain, la guerre continue. Les Iraniens sont intelligents. Ils ne cherchent pas à faire un maximum de victimes. Tu te mets à parler genre, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ils savent qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils comprennent que s'ils voulaient tuer des Américains, ils savent comment le faire. Ils choisissent délibérément de ne pas le faire. Ils maintiennent le nombre de victimes à un niveau bas. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique, personne ne dit grand-chose. Je veux dire, tu entends des gens dire « 8 types », ce n'est rien. 26 militaires américains se suicident chaque jour. Alors on ne se soucie pas d'eux. Pourquoi se soucierait-on de 8 morts en 12 jours? On ne le fait pas. Je veux dire, on rend les honneurs au retour des dépouilles et tout cirque. Mais combien de gens vont réellement rendre visite aux familles? Les voisins peut-être. Mais combien d'Américains vont aller les voir, tenir la main de la mère, de la sœur, du frère? Personne. Vous êtes tous des menteurs. Vous ne vous souciez pas de ces gens. Mais vous vous souciez du prix de l'essence, du prix de la nourriture et du coût de la vie. Et c'est ainsi que vous détruisez l'Amérique. Vous ne détruisez pas l'Amérique en tuant des Américains. Vous la détruisez en vidant leurs comptes bancaires. C'est la même chose avec Israël. On ne vainc pas Israël en tuant des Israéliens. Sur le champ de bataille, c'est différent. Le Hezbollah, ils infligent de lourdes pertes aux Israéliens. Et que Dieu les bénisse pour cela, car ils défendent leur propre terre,
pour que tout le monde comprenne bien. Ce n'est pas le Hezbollah qui a envahi Israël. Bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles ils auraient pris un village israélien dans le nord d'Israël, je ne sais pas si c'est vrai. Mais nous savons qu'Israël est dans le sud du Liban et qu'ils se font massacrer. Southern Lebanon, and they're just getting slaughtered. I thought Hezbollah was defeated. No, never have been. Je pensais que le Hezbollah avait été vaincu. Non, il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Mais le fait est que les Iraniens jouent un jeu très intelligent. Mon Dieu, le fait qu'ils jouent ce jeu aussi habilement, après toutes les raisons que nous leur avons données d'être vindicatifs. Je veux dire, vous avez tué le guide suprême. Cela, à lui seul, appelle le sang. 186 enfants massacrés et 1200 autres civils tués. On pourrait penser qu'ils crieraient vengeance contre les Américains, qu'ils réclameraient le sang des Israéliens. Et pourtant, chaque jour, leurs frappes sont très précises, très stratégiquement orientées pour atteindre un résultat stratégique. On ne vainc pas Israël en tuant des Israéliens. On vainc Israël en rendant la vie difficile, invivable aux Israéliens. Et alors, ils partent. Unlivable for the Israelis. And then they leave. You want to destroy the Zionist state? Vous voulez détruire l'État sioniste. Détruisez la confiance de la population dans le fait de vivre dans l'État sioniste. Quand les Israéliens se réveilleront un matin en se disant « Je n'en peux plus, je rentre chez moi », parce qu'ils viennent tous d'ailleurs, et qu'ils commenceront à rentrer chez eux, alors Israël n'existera plus. Si la population diminue jusqu'à un certain point, soudainement la solution à un seul État devient la seule solution possible, car il n'y a plus de justification à maintenir un État réservé aux Juifs. Israël deviendra la Palestine, et c'est la direction que les Iraniens veulent prendre. Ils ne cherchent pas à tuer des Juifs. Avec tout le respect dû à ceux qui accusent les Iraniens, ce n'est pas leur objectif. Ce n'est pas ce qu'ils sont. C'est la seule chose que j'ai apprise. Je veux dire, nous savons que la justice iranienne peut être sévère. Je veux dire, je ne voudrais pas être homosexuel en Iran, d'accord? Et je ne voudrais pas être trafiquant de drogue en Iran. Je ne voudrais pas être adultère en Iran. Je ne voudrais pas être l'une de ces personnes que la loi islamique a jugées durement. Si je pouvais donner un conseil aux Iraniens, s'ils voulaient bien l'écouter, je leur dirais « Arrêtez de pendre les gens ». Ce n'est pas une bonne image. Si des gens commettent un crime, réhabilitez-les en prison. Cessez ces pratiques sévères, car cela donne une mauvaise image à l'étranger. Je vous ai rencontrés, et vous êtes en réalité des êtres humains décents. Vous êtes vraiment des êtres humains décents qui se soucient de la vie humaine. Le travail humanitaire qui se poursuit à l'intérieur de l'Iran est louable. Ils ont un problème d'image. Mais le fait est que la véritable nature du régime, s'ils étaient les juges impitoyables que tout le monde les accuse d'être, les pousserait à réclamer du sang américain, du sang israélien. Ils chercheraient à tuer le plus de gens possible. Ce n'est pas ce qu'ils font. Leurs frappes sont très délibérées. Et on peut le voir à la précision de leurs cibles. Ils atteignent ce qu'ils visent. Donc, s'ils voulaient frapper une caserne, et qu'ils disposent de bons renseignements, qu'ils savent où les soldats américains sont regroupés, et qu'ils ont des armes capables de pénétrer ce bunker, eh bien, ils ne frappent pas ce bunker. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas tuer d'Américains. Ils en ont parfaitement le droit, mais ils ne le veulent pas. Si vous tuez des Américains, vous mettez en colère la population américaine et vous rendez les choses très difficiles. Vous rendez plus difficile la tâche de briser la population américaine. Gardez le nombre de morts bas, maximisez la douleur économique et ce pays s'effondrera comme un château de cartes. Et nous sommes déjà en train d'aller dans cette direction. Donc je pense que les Iraniens gagnent stratégiquement sur toute la ligne. Il n'y a pas un seul domaine où je puisse dire qu'ils sont en dessous de leur performance. Je veux dire, vous savez, ils sont frappés très durement par les deux forces aériennes les plus puissantes du monde.
diminish what Israel and Ne sous-estimons pas ce dont Israël et les États-Unis sont capables en matière de puissance de frappe. Mais le ciblage, c'est là que tout se joue. On peut avoir le coup le plus puissant du monde, mais si l'on ne frappe pas la bonne cible, on ne gagnera pas. Et en ce moment, les Iraniens se sont assurés que nous frappions la mauvaise. Comme je l'ai dit, avec les missiles balistiques, je pense qu'ils ont mené un jeu de leurre très efficace. Ils ont aussi très bien réussi à dissimuler l'emplacement réel de leurs missiles. Et nous n'avons tout simplement pas résolu ce problème. Je ne sais pas si nous le ferons. La marine, peu importe, parce qu'ils ferment le détroit d'Ormuz. Ça n'a tout simplement aucune importance pour la marine. Je veux dire, c'est tragique pour les vies perdues. Ils n'auraient pas dû couler ce navire. Mais les gens qui se vantent de notre victoire dans cette guerre parce qu'il n'y a plus de marine, ce n'est tout simplement pas un facteur. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante et frapper des cibles industrielles. Le béton sera coulé, ces installations seront reconstruites. Vous ne faites pas exploser les objets coûteux qui s'y trouvaient. Ils ont été déplacés. Donc vous visez les mauvaises cibles. Je pense que nous perdons cette guerre, que nous allons la perdre et que les Iraniens sont en bonne voie de la gagner. Si les choses restent telles qu'elles sont actuellement, nous n'atteindrons aucun de nos objectifs, tandis que les Iraniens atteindront les deux leurs, chasser les États-Unis du Moyen-Orient et détruire le Grand Israël. Quelque chose appelé Israël existera toujours, peut-être éventuellement intégré à la Palestine. C'est une question politique pour plus tard. Mais si les Iraniens parviennent à créer des conditions dans lesquelles un tiers de la population israélienne décide qu'elle ne veut plus jouer à ce jeu et s'en va, ce sera une victoire. C'est une immense victoire pour l'Iran. Ils vont dans cette direction. Et de la même manière, ils avancent vers la rupture de la volonté du peuple américain de soutenir politiquement ce combat.